Bienvenue dans ce 8e numéro de RFC pour cette année 2021 avec un programme toujours bien chargé. Mais tout d'abord, et avant de vous présenter nos invités, nous allons voir le sommaire de cette émission. Nous ferons le point sur les championnats du continent et puis un focus sur le Gabon. Et nous parlerons aussi de la Coupe d'Afrique des clubs. Deuxième grand titre, eh bien, nous allons faire un focus sur la Guinée. Nous entendrons aussi le directeur sportif de l'Escaloum, Alpha Baldé. Nous parlerons aussi de Claude Leroy, toujours aussi populaire sur le continent. Et puis nous parlerons du nouvel entraîneur du Standard de Liège, Bailey. Et dans la troisième partie, nous verrons les infos internationales du football, mais nous parlerons aussi de la pépite marseillaise, la nouvelle Haïf Edine Karoui. Et nous verrons aussi le phénomène Kylian Mbappé, souvent adoubé, souvent critiqué. Et puis bien sûr, sur les images, M. Salif Keita, à qui nous allons faire un bon clin d'œil. Nos invités, il y a Amara Simba, le grand Amara, ancien joueur de Cannes, de Monaco et du Paris Saint-Germain, n'est-ce pas Amara? Oui, mais pourquoi tu as commencé par Cannes? Par ouais, PSG d'abord. PSG, tu as commencé au PSG oui, j'ai commencé, c'était en PSG. Et tu as fini à Cannes. Ouais, voilà. Ouais, ça va, Amara, le moral est bon? Oui, ça va, on est tous confinés, mais bon, c'est pas grave. Ça va, ça tient. Et puis Walter Oyono, ancien pro, il est du Gabon, préparateur physique, non, préparateur mental du sport. Je dis préparateur physique, préparateur mental du sport. Ça consiste en quoi, Walter? La préparation mentale, bonsoir d'abord à tout le monde, bonjour tout le monde. La préparation mentale, fonctionne par territoire. En fait, elle sert aux sportifs quand il y a des facteurs qui l'empêchent d'être performants, d'aller taper là où ça manque. Vous auriez pu être invité, par exemple, ce dimanche soir pour PSG Monaco, pour parler du joueur du Paris Saint-Germain, éventuellement? Non, sans aucune prétention, je pense que non, j'aurais pas pu. Le problème, il est plus complexe. Merci Walter, on se retrouve tout à l'heure, tous les deux, pour commenter l'actualité. Mais tout de suite, notre une de l'actualité. Et la crise du coronavirus a perturbé le sport dans le monde. Les activités ont repris dans le football dans plusieurs pays du continent africain, mais sans public. Sur notre continent, c'est le cas. Donc, je vous l'ai dit, la CAF n'a pas annulé toutes ses compétitions. La preuve avec le récent CHAN et la CAN qui se profile à l'horizon pour le Cameroun l'année prochaine. Et puis, il y a la CAN 2020 en ce moment en Mauritanie. En ce moment particulièrement. Le point avec Zara Mohamed Moutou. Véritable casse-tête pour certains pays qui doivent respecter le protocole sanitaire pour la reprise des compétitions. Si dans certains pays, le championnat a repris, dans d'autres, les autorités et même les fédérations peinent encore à renvoyer les joueurs à leur devoir de championnat national, par crainte liée à la pandémie de Covid-19. La CAF a maintenu quasiment toutes ses compétitions, mais le problème réside dans les transports. Voyager d'un pays à un autre ou à l'intérieur même d'un pays pose quelquefois des soucis. Des mesures d'isolement préventives doivent être scrupuleusement respectées et parfois les autorités interdisent même les voyages. Les joueurs peuvent être aussi confrontés à plusieurs phénomènes qui rejaillissent sur leur sélection. Comme partout dans le monde, plusieurs pays du continent africain ont repris leur compétition avec le respect des gestes barrières, notamment la distanciation physique. Les matchs se tiennent ainsi à huis clos dans plusieurs championnats. La situation est dramatique, Amara Simba. Vous avez eu l'habitude de jouer devant un public. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un footballeur de jouer sans public? Ah, c'est énorme, c'est quasi le 12e homme pour surtout des grands joueurs, c'est parce que certains joueurs ils ont besoin de cette pression. Et c'est le club rival. Quand on prend par exemple Marseille a besoin de ses supporters. Je ne parle même pas PSG ou tout ça, mais pour quelqu'un et pour aller même sur notre continent, le TP Mazembe par exemple en RDC, a besoin aussi de ses supporters un peu partout. Mais quand tu prends l'Afrique, c'est déjà, quand il y a des gros matchs, ça ne dort pas la veille. Donc ces supporters-là, c'est une énergie, mais on ne peut même pas s'imaginer. Ça booste vraiment des joueurs. Et même certains joueurs, ils sont beaucoup plus performants quand ils ont cette pression-là, quoi.
Oui, Walter, c'est votre avis aussi? C'est l'adrénaline nécessaire. Oui, non, mais je partage tout à fait ce qu'a dit Amara. Le supporter est un bien nécessaire aux sportifs, pas qu'au football, dans tous les sports, parce que le sport est entré déjà dans cette dimension événement, dans cette dimension culturelle, dans cette dimension sportive. Donc la part de spectacle, elle est énorme. Et le spectacle, c'est pour qui? C'est quand même pour les spectateurs aussi. Donc c'est bien ce nom-là, spectateur. Ils viennent assister à un spectacle. Malheureusement, aujourd'hui, avec la crise, on n'a pas droit à ces spectateurs-là. Oui, peut-être les choses vont changer dans le monde. On attendait les décisions ou la décision de la FIFA et bien sûr de la CAF. Alors, au Gabon, ça va mal parce que le championnat s'est arrêté depuis 2020. Ça n'a pas repris. En groupe A, par exemple, nous allons voir, c'est un exemple, le championnat qui est arrêté. En groupe A, vous allez voir, donc le leader, elle s'appelle Bouangidi. Oui. Qui est bloqué, en fait c'est un championnat qui est bloqué. Que pensez-vous de la situation justement du Gabon? Cette situation elle est quand même assez complexe. Je veux dire que le championnat est arrêté depuis un an pratiquement. C'est énorme. Mais bientôt un an. Et donc là c'est le leader des poules, pas le champion. Oui, tout à fait. Donc, du coup, qui a été le représentant du Gabon. Et je pense qu'ils ont été éliminés hier, si je ne me trompe pas. Donc ils ont été éliminés hier. Il n'y a pas de championnat, c'est difficile. Et là nous avons le groupe B où nous voyons le leader, Manga Sport. C'est dramatique pour le football local. Hein? Alors, comme je le disais déjà en off, c'est que le football dans nos pays, pas que le Gabon, dans nos pays du sud du Sahara, le football à cette dimension, en fait, c'est pas de l'ordre du professionnalisme. C'est plus de l'ordre de... Allez, comment je dirais ça tout à l'heure? Comment je dis, Amara, tu te rappelles? J'ai un petit trou de mémoire, je disais, c'est l'ordre de l'amusement, c'est l'ordre du divertissement. Divertissement. Et donc, vous imaginez que si déjà, en temps normal, le football est de l'ordre du divertissement, en période de Covid, qu'est-ce qu'il sera? Donc, du coup, le football est relégué à l'arrière-plan. Il faut dire aussi que c'est un peu dramatique dans certains pays comme le Gabon, sur lequel nous faisons un focus, car à Libreville, vous savez qu'il y a des manifestations quasiment tous les soirs, des bruits de casseroles dans les rues. Et puis le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiang-Ndong, est alarmiste et a annoncé de nouvelles mesures justement. Et puis il y a deux villes qui sont très concernées, vous le savez sans doute aussi parce que vous êtes gabonais, c'est Libreville et Port-Gentil. Cette question, de toute façon, je m'y attendais. Je m'y attendais. Mais bon, c'est triste, mais c'est une réalité que les gamins doivent assumer et surmonter au-delà de tous les clivages. C'est comment ensemble on peut vaincre ou alors comment ensemble on peut trouver les meilleurs moyens de vivre ensemble avec ce coronavirus. Oui, Amara, vous, que pensez-vous de la situation? On doit quand même jouer parce qu'au début, on disait que l'Afrique ne serait pas très touchée. Mais est-ce que dans le monde entier, dans tous les stades, on ne peut pas jouer quand même avec 50% du public, en espaçant bien sûr les spectateurs? Je pense que quand les risques sont mesurés à une échelle qui nous dépasse et qu'on ne sait pas vraiment toutes les vérités, ça veut dire s'il y a question de contamination, vaut mieux pas qu'on se réunisse parce que ici peut-être on est plus équipé qu'en Europe, en Afrique sur certains domaines. Donc se mettre dans la foule sans savoir qu'il y a un risque énorme, moi je pense que c'est un danger. Mais maintenant, après, diminuer quand même ou laisser le championnat jouer comme on le fait ici, à mesurer, comme on le fait en Europe, je pense que ça, c'est jouable. Alors, nous allons écouter Patrice Neveu, le sélectionneur national du Gabon. Nous l'avons appelé pour faire le point avec lui. Écoutez ce premier témoignage du sélectionneur gabonais. Oui, bien évidemment, par rapport au fait que le championnat n'est pas repris, c'est un gros souci pour moi au niveau de la sélection, au niveau des gars, et puis au niveau aussi l'évolution du football gabonais. À savoir que depuis mon arrivée au Gabon, ça fait 1 an et demi que je suis en poste, je n'ai pu voir que 6 matchs de championnat. Donc bien évidemment, j'avais commencé à repérer quelques jeunes joueurs dans l'éventualité même d'en promotionner. Donc la première année, lors de mon arrivée, le championnat a commencé tardivement.
pour des raisons de conformité. Et après, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc tout s'est stoppé, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Et puis, vous le savez, les équipes nationales préparent justement les qualifications pour la CAN au Cameroun et il y a des suspendus au Gabon. Écoutez ce que nous dit Patrice Neveu à ce sujet. À ce jour, le championnat n'a toujours pas repris. Ma fédération, en harmonie avec monsieur le ministre des Sports, sont en train de mettre un plan d'action pour repenser le championnat et les obligations des clubs. Donc on est en pleine période encore de mutation. J'espère que... Et puis, effectivement, la pandémie aussi n'arrange rien, comme tu le sais, avec les mesures qui sont en place au pays, avec le couvre-feu et les mesures, si tu veux, pour pouvoir éviter la contamination. Je pense que malgré tout, il faut absolument que le continent arrive aussi à relancer ses championnats. Sinon, on va, je dirais, vers une grosse perte de temps et les jeunes vont plus y retrouver leur compte. Le temps passe et ils s'entraînent pas ou ils ne jouent pas. Et regardez cette image, Patrice Neveu justement qui remplace Daniel Cousin au poste de sélectionneur de l'équipe du Gabon. Daniel Cousin qui est en train de se former en Europe et donc il fera peut-être sans doute son grand retour sur la scène. Bien entendu, nous l'écouterons dans une prochaine émission. Et puis nous allons parler maintenant de la Coupe d'Afrique des clubs avec la Ligue des champions. Regardons, il y aura des matchs à partir de ce mardi. Regardez le groupe A avec les rencontres qui vont suivre, notamment Simba contre Al Ahly et l'équipe d'Al-Merreikh contre le Vita Club. Nous n'allons pas trop nous attarder parce que les matchs du deuxième tour n'ont pas été joués. En groupe B, regardez, avec Al-Hilal Omdurman qui jouera contre le TP Mazembe et puis CS Belouizdad contre Mamelodi Sundowns. Ce match aura lieu dimanche 28 et mercredi 24 Al-Hilal Omdurman contre le TP Mazembe. En groupe C maintenant, Petro Luanda contre le Wydad de Casablanca. Et puis Kaizer Chiefs contre Oroya, l'équipe d'Abara Simba. Et puis Tangut pour le groupe D contre Zamalek et MC Alger contre l'ES Tunis. Vous avez vu le classement en même temps. Messieurs, je vais vous demander un avis rapide sur cette Ligue des champions pour enchaîner parce qu'il nous reste à peine quelques petites minutes. Amara, vous voulez dire un mot? Non, ça serait l'avantage aux clubs qui sont le championnat qui est ouvert, qui est régulier, parce que sans compétition, je ne vois pas comment on peut aller si loin. Exactement. Tout à l'heure, Walter va intervenir sur la Coupe de la Confédération. Nous allons voir les tableaux avec un premier tableau où on joue les playoffs, vous le savez, et les équipes qui se sont qualifiées pour le prochain tour. Il y a Salitas, il y a Coton Sport, il y a Al Ahly Benghazi, il y a Jaraf et le Tunis en gras, donc ce sont les équipes qualifiées. Pour le deuxième tableau, vous allez voir, toujours en gras, les équipes qualifiées, JS Kabylie, Orlando Pirates, il y a Nikana FC, Enyamba et Napsa, et puis un tout dernier tableau avec donc ces Sfaxiens, le Raja et Pyramide FC qui se sont qualifiés. Walter, un mot à ce sujet, au sujet de la Coupe de la Confédération et les playoffs? Comme tout à l'heure l'a repris à Amara, ce sont les clubs qui sont les mieux préparés. Donc ça veut dire que ceux qui ont pu jouer, ceux qui ont pu se préparer en amont, qui sont les plus aptes à passer. Et finalement, on va dire, ce Corona est venu mettre une fois de plus en lumière toutes les difficultés que le continent regorge sur le plan du sport. Donc les clubs ou les pays les mieux organisés, vous verrez que ces championnats-là auront des équipes qui passeront. Il n'y a pas de magie dans le sport. Merci Walter. En bref, maintenant, dans cette première partie de l'actualité, le classement mondial FIFA Coca-Cola de 2021, l'Afrique est en vedette, statu quo en tête, l'événement le plus important, vous le savez, de ces dernières semaines, eh bien, il s'agit du CHAN avec un total de 32 matchs disputés au classement. Eh bien, le Maroc est en tête avec plus de 2 points de prix, 33e, c'est le vainqueur du CHAN, et le Mali 54e, plus de 3 points. Les meilleures progressions, il s'agit donc de la Guinée, 72e, plus d'1 point,
C'est bien, Amara? Oui, c'est très bien. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils vont loin en plus par rapport à la CHAN. Oui, le Congo, 90e. Plus un point parmi les autres équipes ayant amélioré. Oui, vous disiez? Non, que c'était une belle surprise pour la Guinée. Exactement. D'autres équipes ont amélioré leur position en février. Il s'agit de Costa Rica. Là, nous sommes dans la Caraïbe, 50e. Le Cap-Vert, nous revenons sur l'Afrique, 80e. Oman, 91e. Le Bénin, 92e. Mais oui, il y a certains confrères qui seront très heureux. L'Azerbaïdjan, 108e. L'Estonie, 108e. La Thaïlande, 110e, qui ont pris des points. Et puis la Guinée-Bissau également, qui a pris des points, 119e. Et puis une information pour Amara Simba, c'est le président de la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football qui a rétabli M. Amadou Diaby dans ses fonctions. Donc finalement, la commission a décidé de surseoir aux poursuites contre le premier vice-président de la Fédération guinéenne de football pour le motif qu'il existe des obstacles matériels et juridiques majeurs pour l'exercice d'une justice équitable. Donc, M. Diaby est reconduit dans ses droits, c'est-à-dire qu'il pourra siéger de nouveau en tant que vice-président de la FEGI Foot. Vous le connaissez très bien, vous connaissez également, je crois, Mamadou Antonio Soare. Tous ces personnages, vous les connaissez très bien. Oui, j'étais avec la sélection. Au moment où j'étais avec la sélection, il n'y avait pas encore M. Antonio Soare. C'était Salif qui était là, Super V qui était président. Et effectivement, Amadou était dans le membre de cette fédération. Il était même vice-président. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Vous connaissez son parcours, quoi, en fait. Exactement. Et prochainement, nous parlons aussi de Jacques Anouma, qui est candidat à la présidence de la fédération de la CAF, pardon. Et donc, il a fait une conférence de presse la semaine dernière, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est la fin de cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure. Deuxième partie de notre émission où nous parlons de la Guinée. Nous entendrons aussi le directeur sportif de l'Escaloum, Alpha Baldé, qui s'est installé là-bas. Nous parlerons aussi de Claude Leroy et puis de l'entraîneur sénégalais du Standard de Liège, Baye Ley. Et puis dans la troisième partie, info internationale avec un phénomène pour l'équipe de Marseille. Il s'agit de Saïd Eddine Kaoui, international tunisien. Et puis nous ferons un clin d'œil à Kylian Mbappé également. Dans cette émission, Amara Simba est notre invité, ancien pro, il est guinéen, franco-guinéen, et puis Walter Oyono, ancien pro également du Gabon, et préparateur mental du sport. Tout de suite, jingle, le dossier. Messieurs, nous allons partir donc au Cameroun pour s'arrêter sur un bijou, le stade de Japoma où a eu lieu le match de la troisième place entre l'équipe de la Guinée et le Cameroun, 1-0 pour la Guinée. Reportage sur place de Thierry Dassa et après nous revenons en plateau. Le stade de Japoma a certainement été le stade le plus couru de ce championnat d'Afrique des Nations en termes de supporters. 8 rencontres se sont déroulées sur la pelouse de cette arène de 50 000 places. Le stade a davantage attiré des curieux, désireux de voir de leurs propres yeux ce que certains qualifient de plus beau stade de football en Afrique. Venir au stade pour le match entre la Guinée et le Mali, pour moi, c'est un genre de divertissement. C'est la première fois que je viens ici au stade de Japoma. J'en ai tellement entendu parler. J'ai tenu à confirmer de mes propres yeux à quel point cet endroit est magnifique. C'était vraiment intéressant. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu ma voix à force de crier. Le pari de l'organisation, le Cameroun a déjà réussi ses paris. Dans la mesure où, en tout cas, il n'y a pas de problème. Quand même, les compétitions se passent dans de très bonnes conditions, ça, il faut le dire. Donc, je crois que même la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, quand même, le Cameroun est prêt à abriter la compétition. Parmi les milliers de supporters venus durant le CHAN découvrir la beauté du stade de Japoma, des orphelins qui ont eu la chance, eux aussi, de vivre la belle expérience du CHAN. Derrière cette initiative, une députée de l'Assemblée nationale camerounaise. Pour nous, c'était très important de donner du sourire aux enfants. Vous savez, un souvenir agréable peut changer toute une vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Leur permettre de vivre une expérience
incroyable et unique. Le stade de Japoma ouvrait ses portes pour la dernière fois le 3 février dans cette compétition continentale. Voilà, Walter, j'ai vu que vous regardiez avec beaucoup de passion ce stade, ce bijou camerounais. C'est vraiment très, très bien. Oui, franchement, le Cameroun a rétabli les choses parce que je pense que les Lions indomptables, donc l'équipe de football du Cameroun, a tellement donné à ce pays que voir dans quels états étaient les infrastructures de ce pays, aujourd'hui, le Cameroun est au niveau de sa réelle renommée en termes de football. Le président Paul Biya aussi, qui multiplie les efforts avec son gouvernement pour améliorer les choses du côté du Cameroun. Nous sommes à 1 an justement de la CAN, 2021 ou 2022. Ouais, c'est un pays qui a quand même marqué son parcours au niveau mondial, puisque ça a beaucoup représenté dans le Coupe mondial quand il y avait Roger Mila et toute cette période-là. Donc je pense qu'avoir des infrastructures qui manquent et qui ont leur importance au fait, en Afrique, il faut mettre l'accent là-dessus. Parce que là, avec toutes les pépites qu'on a en Afrique, s'ils sont aussi structurés, mais bon, ça peut être que bénéfique. Quoi. La Guinée qui a surpris tout le monde, qui finit 3e, qui bat le Cameroun, pour le match de la 3e place. Ouais, je suis pas sûr. Qui monte sur le podium. Vous êtes impressionné par la performance de votre pays? Ouais, moi j'ai jamais douté la performance de mon pays par rapport aux qualités, parce que par le passé, avec le AFIA, ils ont prouvé qu'en Afrique, en Guinée, il y avait des talents et ça continue. Mais il faut les laisser s'exprimer et avoir les bonnes structures pour le faire. Voilà, nous allons voir le championnat guinéen justement avec le classement où Wakiria a battu donc Luba Telimele sur le score de 2-0 et se classe toujours en tête devant Felostar, 3e Soir Koya, 4e Kaloum Sport et 5e Ashanti GB. Walter, c'est un championnat que vous suivez aussi, je vois regarder. Tout à fait, je regarde beaucoup ce championnat. Et 13e Oroya qui a régressé à la 13e parce qu'il y a des matchs en retard. Mais enfin, je vous laisse commenter. Mais effectivement, c'était la grande surprise, ça pourrait être un peu de voir Oroya à cette 13e place, quand on sait que Oroya est un candidat sérieux qui est régulièrement les joutes africaines, et là, se retrouver 13e cette année, non. C'est vrai qu'il y a pas mal de matchs en retard de Oroya, mais bon, il y a aussi le phénomène du Covid qui est passé par là. Il y a des équipes qui arrivent facilement à le gérer, d'autres qui ont mal géré, donc ce petit manquement-là a fait qu'Oroya se retrouve là, mais je ne désespère pas aller revoir un peu plus tôt. Amara Simon, on revient vers vous tout à l'heure, mais nous allons écouter Alpha Baldé, qui est le directeur sportif de l'AS Kaloum. Il nous explique comment les négociations se sont passées pour venir sur place. Je suis venu à l'AS Kaloum par le biais d'une connaissance à moi dans le milieu journalistique qui m'a fait part de la demande du président parce qu'il y avait une relation amicale et au-delà du professionnel entre ces deux personnes. Et j'ai donc été contacté et on m'a soumis le projet et la volonté du président de me signer, donc de m'avoir comme directeur sportif à l'association sportive de Kaloum. Les discussions ont duré 2 années puisque je n'ai pas donné de réponse favorable après la première discussion parce que j'avais pas toutes les garanties en main et je pensais que ce n'était pas le bon moment. Maintenant, après la première année, il y a eu un retour de la part du président qui a continué à vouloir de moi comme directeur sportif pour son équipe et c'est ainsi donc que j'ai accepté la proposition puisque j'avais des garanties verbales, des bonnes garanties verbales. C'est comme ça que je me suis retrouvé donc et j'ai accepté le challenge et que je suis venu du côté de l'association sportive de Kaloum. Une deuxième intervention d'Alpha Baldé concernant son projet justement avec l'AS Kaloum. Écoutez-le. Alors le projet, il est évidemment simple, mais sur la durée, notamment ce que j'avais eu à discuter avec le président, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous que le foot africain, en particulier le foot guinéen, les clubs ne peuvent pas se nourrir des droits télé. Donc il y a un manque à gagner sur ce côté-là, donc il faut essayer de le compenser par ce qu'on appelle
le côté transfert et le côté mercato pour les joueurs avec des clubs en Europe. Donc j'ai eu des contacts en France, notamment, je vais pas les nommer, mais du côté de Troyes ou du côté de Caen. J'ai également eu des sollicitations en Belgique. J'étais parti en Suisse également pour discuter avec des clubs de la région de Lausanne, donc pour avoir des partenariats avec l'association sportive de Kaloum. On sait que ça peut aider énormément quand un joueur à fort potentiel est revendu et que ça peut aider le club sur un budget d'une saison, sur un budget de 2 saisons pour éponger certaines dépenses. Donc voilà, ça fait partie des projets, d'un des projets du club de ma venue dans l'AS Kaloum. Il y a aussi forcément le côté organisationnel, le côté psychologique. Je pense que les footballeurs africains, en particulier guinéens, puisque je parle au nom de l'association sportive de Kaloum, ont aussi besoin de cet accompagnement psychologique qu'ils n'ont pas malheureusement et que les autres joueurs ont l'avantage d'avoir en Europe. Voilà, Mara Simba comme Mikel Landreau qui veut acheter Nantes. Vous avez voulu acheter l'AS Kaloum ou Rouya? Non, l'AS Kaloum, il y a une petite histoire. Donc, pendant la période où j'ai joué, quand je jouais à mes débuts, là, j'avais fait livrer certains équipements et tout, parce que je connaissais le président à l'époque. Donc, mais c'est un club c'était un club phare en Guinée. Donc c'est un club vachement populaire là-bas, quoi. Oui, s'il a été là-bas, Alpha Baldé, c'est parce qu'il a vraiment, il connaît bien le club. Et nous l'entendrons la semaine prochaine concernant le classement. Walter, vous connaissez bien Alpha Baldé, c'est un jeune garçon qui peut réussir en tant que directeur sportif à l'AS Kaloum. Écoutez, je le connais parce que j'ai fait quelques plateaux avec lui, on a échangé, donc j'ai quand même son numéro, si ma mémoire est bonne. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les challenges, ça ne m'étonne pas de lui qu'il soit reparti en Guinée pour ce challenge-là. Maintenant, peut-il les réussir, tout dépendra des conditions de travail. Déjà, il a annoncé son choix de modèle économique, donc je lui souhaite bonne chance. Maintenant, aura-t-il le temps nécessaire pour travailler quand on sait que chez nous, je dis bien chez nous en Afrique, on aime bien les choses qui vont très vite et dans tout ce qui est sensationnel. Or que là, ce qu'il dit, il faut du temps pour travailler. Ouais. Je lui souhaite bonne chance à lui. Messieurs, nous allons parler des entraîneurs maintenant, européens mais africains. Il y a un des entraîneurs français qui a beaucoup de cotes là-bas, il s'appelle Claude Leroy, qui s'occupe en ce moment des sélections togolaises, en visite pendant le Tchad, au Cameroun, où il a entraîné, il a même remporté aussi une CAN. L'un de nos reporters l'a suivi, il s'agit de Thierry Dassa. Regardez ce reportage. Vu l'accueil de la population camerounaise à mon égard, c'est absolument incroyable. Je ne savais pas, ceci dit sans aucune prétention, mais je ne savais pas que j'avais laissé une telle empreinte dans ce pays. Les gens sont absolument merveilleux à mon égard, c'est incroyable. Claude Leroy se souvient de ses premiers pas avec le Cameroun en 1985. Le pays avait alors 2 stades de compétition, le stade omnisport de Yaoundé et le stade de la réunification de Bépanda. Avec ces nouvelles infrastructures, le Cameroun, selon l'entraîneur français, prend une avance considérable dans le développement du domaine du sport. On sait que si le Cameroun décide de faire quelque chose, ils le font bien. Maintenant qu'il y a toutes ces structures et tous ces terrains pour pouvoir travailler, maintenant il va falloir former beaucoup d'entraîneurs de haut niveau localement pour faire progresser le football, pour organiser le championnat des jeunes, pour véritablement, parce que c'est là que tout part, c'est chez les jeunes et c'est là qu'on plante des graines pour le moyen terme et le long terme. Mais chapeau au Cameroun. Des 9 sélections nationales confiées à Claude Leroy au cours de sa carrière, 6 sélections sont issues du continent africain. Après le Cameroun, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Ghana, Claude Leroy a déposé ses valises depuis 2016 en terre togolaise. Avant de parler de quelqu'un qui dessine une belle carrière du côté de la Belgique, il s'appelle Bailey, c'est un Sénégalais, nous verrons tout à l'heure. Un petit mot sur Claude Leroy qui est toujours aussi coté au Cameroun, mais est-ce que sur le continent africain, il apporte ce qu'il faut toujours, par exemple au Togo? Le Togo n'a pas tellement décollé pour l'instant. Messieurs, qui veut répondre?
Qui veut affronter Claude Leroy? Parce que j'ai l'impression on peut l'affronter à deux. Hein. Sans aucune prétention, je ne peux pas l'affronter. Mais bon, c'est comme le grand frère en arrière dit qu'on peut l'affronter, bien on va se mettre à dire pour l'affronter. Non, il faut dire que Claude Leroy a un temps soit peu apporté beaucoup de choses au football africain, ne serait-ce que sur le plan structurel, organisationnel, parce que c'est un professionnel. Donc, et ce qui fait souvent défaut à nos sélections ou à nos équipes, c'est ça, c'est cette organisation qui est mise en place. Quand il arrive, et cette vision. Tout à l'heure, il vient de le dire, sur le long terme, il faut que le Cameroun bâtisse, mette en place des entraîneurs de haut niveau afin de pérenniser tout ce qui vient. Maintenant, je pense que le Cameroun a donné à Claude Leroy ce qu'il leur a donné. Il a donné beaucoup d'amour. Et ça, c'est l'Afrique en général. Les Afriques sont comme ça. Les Afriques, quand vous faites un passage et que vous avez marqué, ne serait-ce que humainement, ils vous le rendent toujours. D'accord. Voilà. Amara, vous êtes d'accord avec Walter, et je voudrais en même temps vous poser la question, pourquoi Luis Hernandez n'est pas resté en Guinée avec vous? Oh, ça, c'est deux questions différentes. On va les séparer. Oui, on va les séparer. Claude Leroy d'abord. Là, tu ne vas pas m'amener sur les deux buts en même temps. Il est très fort. Vous les faites. Non, Claude Leroy, je viens de le voir accélérer un peu là. Il a encore ses mollets et tout ça. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui a vite compris comment fonctionnait l'Afrique. Parce qu'il vient là-bas, il se met dans la peau d'un Africain, quoi, en fait, quelque part. Parce que vivre en Afrique, c'est pas si facile. Et travailler là-bas, on le sait, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais lui, quand on prend son palmarès, ça veut dire qu'il a fait plus de temps là-bas qu'en Europe. Mais oui. Donc c'est quelque chose, et en plus de cela, il a eu ses résultats. Donc c'est ce qu'on dit avec Cameroun, il a eu un impact là-dessus. Et quand il va à un endroit, il essaye de bien faire. C'est ce côté-là qu'on respecte un peu par rapport à l'homme, quoi. En fait. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas resté avec Luis Hernandez pour au moins passer une dizaine d'années là-bas? Moi, je suis tombé sur une période où c'était hyper compliqué avec Luis. Mais ça date déjà de 5 ans à peu près? Ouais, ça date de 5 ans. Et en plus, la période où on était là-bas, mais vraiment, on était vachement respectés. On avait un superbe contrat de travail. Et on gérait même la sélection d'ici. De travailler et financier aussi? Oui, parce que tout était respecté. Non, mais la Guinée, elle a respecté. Hein. Donc, c'est une période où on avait mis vraiment une structure professionnelle en place. On avait un staff de 11 membres qui pouvaient même prendre un club de première division ici. Mais après, on est arrivé dans une période où ils venaient de faire la CAN, où c'était hyper compliqué. Donc, les joueurs ne voulaient pas jouer avec les binationaux. Donc, ça, c'était tout ça qu'il fallait mettre en place, quoi. Et puis, bon, tu connais Luis, donc... non. Il n'a pas supporté. Voilà. Et même vous, qui avez une mentalité aussi occidentale, non, mais vous n'avez peut-être pas non plus... Ouais, mais on a essayé de calmer les jeux et tout ça, mais c'était hyper compliqué. C'était hyper compliqué. Le Sénégalais Bailey a parfaitement réussi ses débuts en tant que coach du Standard en Belgique. Pour ses 10 premiers matchs, il comptabilise 6 victoires, 3 nuls et une défaite et a réussi à mener le Standard en quart de finale de la Coupe de Belgique contre le club de Bruges, qu'il a remporté 3-1. Il a fait mieux que Philippe Montagnier, pourtant expérimenté et qu'il a remplacé. Nous lui avons demandé, est-ce que ça n'a pas été compliqué? Écoutez ce que nous répond le sélectionneur sénégalais du Standard de Liège. Je pense que c'est jamais facile de remplacer un entraîneur qui part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans une équipe. Ça veut dire qu'un club n'a pas réussi à atteindre ses objectifs avec le staff qui est en place. Moi, j'avais la chance de connaître un peu le club parce que l'année passée, j'étais coach adjoint, j'étais l'assistant de Michel Prudhomme. Donc, pour la plupart des joueurs, je les connaissais. J'ai joué aussi dans le club. J'ai joué en tant que joueur au Standard de Liège. Donc, j'avais des aptitudes qui me permettaient de savoir un peu où se situe le problème. Et pendant ces moments-là où j'ai pas travaillé, j'ai regardé beaucoup le championnat et j'ai aussi regardé le Standard de Liège. Donc, ça me permettait de connaître cet effectif-là. Après, pour un entraîneur, pour moi, c'est pas difficile. Il faut venir avec ses idées, les mettre en place et essayer de convaincre les joueurs de te suivre dans la manière de travailler, dans la manière de penser. Et le fait aussi d'avoir joué pendant 13 ans dans ce championnat-là me permet de connaître un peu les équipes que j'ai en face, la mentalité des équipes et de pouvoir réussir à mettre quelque chose en place. Donc ça, c'était très important.
À la suite de l'interview la semaine prochaine. Juste après la pause, Walter Oyono nous dira pourquoi Paris Saint-Germain a ridiculisé l'équipe de Barcelone et Amara Simba nous dira pourquoi les Parisiens ont été humiliés ce dimanche soir par Monaco parce qu'il a joué à Monaco. Est-ce que vous avez donné des tuyaux à Monaco? On le saura après la pause. Cette troisième partie d'émission sera aussi très intéressante. Nous parlerons aussi de la nouvelle pépite de l'Olympique de Marseille, M. Saïf Eddine Karoui. Il va très vite, il marque des buts. Et puis nous ferons aussi un clin d'œil au grand Salif Keita, le grand Salif Keita qui a joué à Saint-Etienne, mais qui a aussi joué à Marseille. Nous allons vous raconter l'histoire où il est arrivé à Orly et il n'avait pas d'argent, on lui avait tout volé. Et puis c'était taxi qui l'a emmené justement à Saint-Etienne et nous allons vous parler de la facture, combien ça a coûté justement le transport de Paris à Saint-Etienne. Nos invités sont toujours là, le grand Amara Simba, on l'appelait l'homme à la bicyclette, ancien pro de la Guinée qui a joué vous le savez déjà, à Monaco, au Paris Saint-Germain. Puis il a terminé sa carrière du côté de Cannes, justement avec Luis Fernandez, je crois. On a joué ensemble là-bas. Ouais. Et puis Walter, vous avez tenté le Paris Saint-Germain, Marseille, non, c'est trop bon pour moi. C'était trop bon pour moi. Avant de parler du football international, nous allons parler des U20 avec, tiens, ces images. Regardez, je vous ai sélectionné Cameroun contre Ouganda, 1-0. Et avec l'entrée des équipes sur la pelouse, et c'est sur un corner que les Lionceaux ouvraient le score grâce à Young Junior Sunday qui catapultait de la tête le ballon dans les buts ougandais à la 32e minute de jeu. Et ça méritait bien salut militaire, s'il vous plaît. Et puis Mozambique-Mauritanie, 0-2 pour Mauritanie, et c'est Sokofan Komar Barek à la 19e minute ne laissait aucune chance au gardien mozambicain avec une lourde de frappe, puis ensuite à la 29e, Sidi Sankaré parachevait une action mauritanienne et faisait trembler de nouveau les filets mozambicains. Voilà, il va parachever avec cette frappe. Oh là là, vous avez vu, on dirait de la fumée, non? Mais l'action juste avant, quand il rate la balle, il tombe. Et puis, messieurs, nous allons voir d'autres images de cette CAN des U20. Gambie-Maroc. Le Maroc l'emporte sur le score de 1-0. Et c'est sur un pénalty litigieux que les Lions de la Tesse allaient marquer le seul but de la victoire grâce à El Medli Bombarik à la 26e minute de jeu. Et les Marocains pouvaient exulter. Juste après ça, vous allez voir, ils sont héros. Et puis, Ghana-Tanzanie, à présent, une pluie de buts, 4-0 pour le Ghana, avec Perseus Boa à la 3e minute. Ensuite, Abdul Fattaoui expédie le ballon au fond des filets. Et puis, vous voyez le 3e but, Joselfo Bemsa. Et puis ensuite, le 4e avec Joselfo Bemsa. Et puis, c'est Perseus Boa qui marquait le 3e but pour le Ghana, 4-0, je vous l'ai dit, pour les Black Stars du Ghana. Monsieur, c'est quelque chose qui vous inspire, cette CAN des juniors? C'est l'antichambre des futurs grands pros. Hein, vous pensez qu'il y a des experts en Mauritanie là, qui les surveillent, qui les regardent? Oui, partout, il y a des experts. Cette question ne se pose plus. Aujourd'hui, avant, non, mais maintenant, aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, même des U10, des U8 qui jouent, on regarde, quoi. Ils sont partout. Ouais. Nous allons voir le classement, les tableaux en quelque sorte, avec la 3e journée pour le groupe A. Cameroun a battu Mozambique 4-1 et Mauritanie a perdu devant Ouganda 2-1. Alors sachez que le fils de Samuel Eto'o, qui s'appelait, retenez bien, Étienne Pineda, il porte le nom de sa mère, a marqué 2 buts contre le Mozambique, donc le fils de Samuel Eto'o. D'où un coup franc, Samuel Eto'o qui l'a accompagné sur place. En groupe B maintenant, le Burkina Faso a battu la Namibie 1-0 et la Tunisie a perdu devant la République centrafricaine 2-1. Et puis en groupe C, on va jouer ce lundi. Alors nous connaissons déjà les qualifiés pour les quarts de finale. Jeudi 25, le Cameroun va jouer donc pour ses quarts, mais contre qui? Eh bien, on le saura dans les heures à venir. Et puis jeudi 25, Burkina Faso contre l'Ouganda. Et vendredi 26, il y aura encore 2 matchs pour ces quarts de finale
On en saura un peu plus en suivant, bien entendu, Africa 24. Et puis sur la question de ces U20, nous avons interrogé un spécialiste qui suit de près l'événement, agent de joueurs. Il est sénégalais, il vit en Espagne et veut ouvrir les portes aux nombreux joueurs africains et il est rempli d'ambition et de projets. Extrait de l'interview qu'il nous a accordé, c'est Walid Dieng qui évoque cette CAN des U20. Écoutez. Déjà, pour une première fois en Mauritanie, je trouve que c'est un événement qui méritait surtout d'être fait et puis qui justement a une belle marge devant lui parce que là, j'étais encore avec un ami à moi qui s'occupe un petit peu de l'organisation de la CAN et qui me disait que c'était très très bien organisé. Donc ça leur donne un gros coup de projecteur et avec des équipes qui sont intéressantes aussi. Voilà Walid Dieng que nous entendrons lundi prochain sur nos antennes. Tout de suite, le football international. Yes. Ce phénomène, il nous a émerveillés. Il s'appelle Kylian Mbappé devant le Barça. Il marque 3 buts. C'est un excellent joueur. Il nous fait penser à Johan Cruyff, si vous l'avez connu. Dans ses gestes, Kylian Mbappé, 3 buts à lui seul devant le Barça. Vous voyez dans ses œuvres, devant d'autres équipes justement européennes et puis du championnat de France. Et c'est un génie, il est suivi un peu partout. Et Mbappé, on ne comprend pas très bien parfois comment le Paris Saint-Germain peut gagner facilement et le Paris Saint-Germain peut perdre. Avec nos invités qui sont des spécialistes, nous allons débattre tout à l'heure. Tout d'abord, avec vous, Alter, comment expliquez-vous cette victoire contre le Barça? Alors, j'allais dire que j'en ai marre d'entendre Barça était plus faible. C'est un motif? Non, mais on ne peut pas dire que le Barça était plus faible, même si Paris était très fort. Sans jeu de mots, non, il faut dire que c'est l'attitude des Parisiens qui a rendu le Barça très faible. Paris n'aurait pas joué à ce niveau-là, avec autant d'intensité et d'envie, le Barça aurait pu passer tout de suite. Mais bon, il faut quand même voir que le Paris Saint-Germain, là, ce qu'il a proposé contre le Barça était d'une très haute facture. Les Busquets, Jordi Alba, les Piqué et Dest s'en souviendront longtemps de cette soirée, surtout le petit Américain qui jouerait sur Mbappé à Mara. Le pauvre. Ouais, mais il n'y a pas que lui. Donc, quand tu regardes le système la façon dont Barça a joué, et même avant PSG, on a vu que Barça était en difficulté depuis dans le championnat déjà, par rapport à Paris qui est un peu mieux dans son championnat. Et c'est vrai qu'on n'a pas reconnu Barça. C'était pas vraiment Barça qui prend des buts tout le temps. Et là, Paris a montré un autre visage qui était carrément... Ça me fait penser au match qu'ils ont joué contre... Real Madrid au parc quand ils ont battu les ISO là. Oui, ils ont joué en bloc. Quand tu regardes leur match contre Barça, c'était un bloc. C'est-à-dire les attaquants, quand il y avait une perte de balle, les attaquants, ils étaient tous derrière. Ils étaient là pour défendre, contrairement à ce qu'on a vu contre Barça. On y revient tout à l'heure avec la défaite contre Monaco. Alors, c'est une image qui a fait le tour du monde. Walter, vous pouvez nous confirmer, il semblerait que Piqué aurait acheté une moto japonaise pour le match retour. Regardez cette image où Piqué retient quasiment le maillot d'Mbappé. Que pensez-vous de cette image? Piqué, c'est fini. Non, mais très franchement, c'est sans commentaire. Enfin, j'arrive à derrière ta formulation, je sens le Parisien qui est voilà. Non, pas du tout. Je suis neutre. Non, mais il n'a pas mis son maillot. Peut-être en dessous. Je suis neutre. Il y a quelque part des petits élans de Parisiens. Non, mais il faut dire justement que voilà, Piqué ressort de blessure et comme l'a signifié Amara, le Barça est à la peine depuis un moment et voilà, arrivé contre ce Paris-là qui voulait vraiment vaincre cette histoire de... Voilà, ça reste dans la tête, la remontada et histoire et autres. Et donc, du coup, ils ont joué avec cette hargne, voilà. Ouais. Et si on revient en arrière au Mondial,
Donc là, tu parles de Piqué, mais il n'y a pas que Piqué, hein, parce qu'au mondial, il a fait une accélération aussi. Les Argentins, ils cherchaient encore derrière. Ils cherchent encore. Oui, il n'y a pas que Piqué qui peut le regarder partir. Mbappé, une fois qu'il est parti, il est parti. Ça reste Mbappé, quoi. Le tableau, justement, de cette Ligue des Champions, avec les matchs qui se sont déjà joués, vous le voyez donc sur le tableau avec Leipzig qui a donc perdu devant Liverpool, Barcelone, donc on a dit 1, Paris 4, Séville qui a perdu devant le Borussia Dortmund et le FC Porto qui bat Juventus 2 buts à 1. Les matchs retour les 9 et 10 mars. Alors, c'est la pluie et le beau temps. Monaco, PSG hier soir. Monaco a roulé complètement sur le Paris Saint-Germain avec un gros pressing. Comment expliquez-vous, vous qui êtes un technicien du football, les Monégasques ont joué quasiment à 10 derrière, hein? Non, mais je ne comprends pas pourquoi on dit qu'ils ont joué à 10 derrière ou pas. C'est un match de foot, c'est-à-dire PSG, ils ont eu la possession du ballon. On est d'accord. C'est attaque-défense. Hein, oui, mais quand tu regardes, quand tu reviens en arrière, quand Monaco il marque un but, il y a combien de joueurs monégasques dans la surface du PSG? Il doit y en avoir 6, je pense. Ouais. Les 2 buts qu'ils ont marqués, il y a au moins 3 ou 4 personnes de Monégasques dans la surface du PSG. Oui, c'est cette présence qui était impressionnante, Amara, donc, effectivement. Monaco, ils ont super bien joué tactiquement. Et techniquement, ils ont super encadré le terrain, c'est-à-dire ils ont dit, bon, ok, Mbappé, il ne faut pas le laisser. Il connaît Mbappé, tout le monde le connaît. Si tu bloques les côtés et qu'ils ne prennent pas de la vitesse, c'est sûr que, voilà, là, tu as bloqué Paris. Mais en plus, Paris, ils n'avaient pas le créateur qu'on connaît tous, qui est Verratti, qui joue, qui peut trouver Mbappé en profondeur. Si tu n'as pas ça... Et il n'y avait pas Di Maria non plus. Et il n'y avait pas Di Maria, donc. Et quand tu regardes bien Monaco, comment ils ont joué, c'est un bloc. Ils étaient là, ils se déplaçaient. Mais à chaque fois, ils étaient dans la surface du PSG. Bloc équipe. Oui, ils ont joué en bloc équipe, ils ont bien combiné les espaces. Sur Mbappé, c'était de manière systématique des prises à 2, prises à 3. À chaque fois qu'il y avait le ballon, c'était prises à 2, prises à 3. Pour justement l'empêcher de prendre cette vitesse-là. Ils ont compris. Et quand c'est comme ça, il faut réduire la profondeur. Pas de profondeur du tout pour des garçons comme ça. Messieurs, merci les techniciens du football. Parlons maintenant de l'ex-grand joueur Salif Keita. Vous le savez, qui est né le 12 décembre 1946 à Bamako, Mali, premier vainqueur du Ballon d'Or africain. Regardez les images dans quelques secondes. En 1970, il a remporté ce Ballon d'Or à 23 ans, ici à l'AS Saint-Étienne. Puis il file à l'Olympique de Marseille, à Valence Sporting, club du Portugal. Et il remporte une coupe du Portugal. Il termine sa carrière aux États-Unis, au New England Team et 13 fois sélectionné en équipe nationale pour 11 buts inscrits, finaliste des Jeux africains en 1965 de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972. Quel sacré joueur, Salif Keita. Moi, je voudrais apprendre cette danse-là. Oui. Mais vous l'avez fait, vous avez fait mieux. Amara, il a fait danser les gens autrement. Il les a fait tous danser. Non, mais Salif Keita, j'ai envie de te dire, c'est pas un ex-grand joueur. Il restera un grand joueur. Là, c'est qu'il a fait. Il restera un grand joueur dans l'histoire du moi j'étais petit, j'avais ses photos un peu partout. Il pouvait prendre le taxi de Paris à Saint-Étienne. Oui. Alors ce fameux taxi, vous savez, avant d'écouter Patrick Diallo qu'il a connu, ce fameux taxi, alors je vais vous expliquer l'histoire. Il ne voulait pas quitter le Mali. Déjà, il craignait, enfin pas, il avait peur de ne pas quitter le Mali. Il a pris l'avion pour l'Europe à Monrovia, où il s'est fait agresser, on lui a volé tout son argent. Il arrive le 14 septembre 1967 à l'aéroport de Paris-Orly où personne ne l'attendait. Donc le type, il était complètement perdu. Et puis il a rencontré un chauffeur de taxi qui l'a prié de l'emmener à Saint-Étienne. Et en fait, ils ont appelé les responsables, il a montré en fait les lettres qu'il avait de Saint-Étienne, les lettres certifiant qu'il avait été contacté. Il attendait, oui. Et devinez combien, cet enfant à l'époque, combien ça a coûté? 500 000. Hein? Non, je ne sais pas. En francs? Je sais pas. Oui, en francs. Non, je ne sais pas. 1060 francs. 1060 francs. Oui. D'accord. Ouais. Voilà pour Salif Keita. De Paris à Saint-Étienne. Alors, Patrick Diallo la connaît très bien, Patrick Diallo, ancien joueur, ancien sélectionneur de l'équipe du Mali. Écoutez ce qu'il nous dit justement de Salif Keita. Il s'agit bien de M. Salif Keita Domingo,
que j'appelle communément mon papa. Salif, je ne l'ai pas vu jouer, parce qu'on ne peut pas voir son père jouer. Mais je l'ai connu quand j'étais cadet, en 1979. Quand il est venu pour son jubilé, il est passé au Real pour s'entraîner avec nous. Et après l'entraînement, le Real, c'est son ancien club, son premier club au Mali, où j'ai joué après. Et donc, après l'entraînement, il a appelé mon entraîneur Nani Touré, avec qui il avait joué, et qui il avait fait signer sa première licence. Et cette même personne a été mon premier entraîneur au Real, et qui m'a fait signer ma licence aussi. Donc, il a demandé qui j'étais. Et lui a dit que bon, c'est un jeune qui vient de commencer, il est parmi nous, les cadets, il est vraiment bon. Et donc, Salif dit que s'il suit bien et autres, les conseils et autres, il sera un futur footballeur. Donc, ce qui s'avérait plus tard vrai. Donc, de lui, vraiment, j'ai des souvenirs et tout. On était très jeunes. Et donc, après, le Sporting est venu jouer ici en 88. Et donc, après les matchs, ils ont voulu m'amener. Et à l'époque, Salif avait déjà raccroché. Il était au Mali, il travaillait dans une banque. Et donc, à la BMCD à l'époque, si j'ai bonne mémoire. Je suis allé lui dire que le Sporting m'a envoyé un billet qui voudrait que je sois accompagné par quelqu'un. Et donc, j'ai dit que je voudrais que ce soit lui pour m'accompagner. Malheureusement, son service ne pouvait pas le laisser, il ne pouvait pas partir. Et ce qui l'a même marqué un peu, que j'ai senti, il dit qu'il voudrait bien m'amener, mais malheureusement, il ne pouvait pas. Il m'a souhaité bonne chance. Donc, vraiment des souvenirs. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il est passé en 2004 président de la Fédération malienne de football, à nos jours, je le côtoie et tous les jours, je lui parle ou on cause ensemble. Chez lui, au Mali, il y a les grains qu'on a trouvés de nos papas, et communément grains appelés. Et donc, il vient nous voir et je cause avec lui du passé du football. On parle du Portugal, où il a été grand footballeur aussi. Et donc, j'ai suivi ses pas là-bas. Et donc, franchement, de bons souvenirs, je garde pour lui. Et je voudrais au passage lui souhaiter encore longue vie. Il a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et donc, que Dieu le garde encore plus avec nous ici. Et parce qu'on a toujours besoin de ses conseils dans ce monde du football. Pour moi, il restera pour moi l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Je profite de l'occasion aussi, un clin d'œil, parce que Giresse, il est passé par là. Giresse m'a raconté une histoire le concernant, que son premier match, il avait même les photos à l'époque dans notre bureau à la fédération. Il dit que son entraîneur, je ne me souviens pas de son nom, quand ils allaient jouer contre Saint-Étienne, lui c'était son premier match. Donc ils ont pris les dispositions et les dispositifs pour le contrer. Mais à la mi-temps déjà, Salif avait mis 3 buts. Donc tout était faussé. Et avant de remercier nos invités, je l'avais promis un clin d'œil à nos amis des Antilles avec le club franciscain de la Martinique qui jouera les 16e de finale de la Coupe de France le 6 au 7 mars, stade Raymond Kopa contre Angers à Angers. Merci à Amara Simba et merci à Walter Oyono d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Bonne soirée.